Merci de nous rejoindre dans l'entretien de dimension politique. Mesdames et messieurs, le Bénin est entré dans une phase cruciale de son processus électoral cette semaine. Vous l'avez suivi. La Commission électorale nationale autonome a livré sa liste provisoire pour la présidentielle de 2026, validant deux duos de candidats. Parmi eux, celui de la mouvance présidentielle, le duo Wada Talata, est officiellement en course. C'est un succès indéniable pour les partis de la mouvance, dont le plus grand parti, l'Union progressiste, le Renouveau, qui, ensemble avec les autres, ont su, à travers la validation de leur duo, se conformer aux exigences du code électoral. Mais ce succès est aujourd'hui quelque peu éclipsé par la controverse majeure qui secoue le parti ou le pays, la probable absence du principal parti d'opposition, le parti Les Démocrates, englué dans une bataille judiciaire intense autour du parrainage. Faut-il voir dans cette configuration l'application rigoureuse et nécessaire de la loi, ou plutôt voir cette configuration, comme certains le pensent, la volonté du pouvoir d'écarter son principal adversaire par des tests taillés sur mesure? Le code électoral est encore au banc des accusés. Le duel qui se profile, Wadayi Humpé, est-il réellement l'enjeu ou le match est-il déjà joué? Pour aborder ces questions, nous accueillons un membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Il est docteur en droit public. Monsieur Jacques Richard Kodjo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un honneur pour moi. Alors, comme je le disais, votre duo est validé, en tout cas, si l'on s'en tient à la liste provisoire publiée jeudi par la Commission électorale nationale autonome. Alors, quel est votre sentiment immédiat, peut-être après la publication de cette liste provisoire par la Sénat? Je voudrais commencer par vous témoigner la gratitude de mon parti, l'Union progressiste Le Renouveau, pour le travail formidable que ETélé fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail n'est pas très gratifiant, mais je pense que ETélé fait partie des médias qui tiennent la route et qui tiennent la route de la meilleure des façons. Merci. Donc, c'est un honneur pour moi de me retrouver dans vos murs aujourd'hui. Je voudrais dire que c'est un sentiment de plaisir et de fierté. Un sentiment de fierté est basé sur le fait que mon parti, l'Union progressiste Le Renouveau, avec les autres partis de la mouvance présidentielle, nous avons pu faire de l'anticipation. Alors, vous connaissez très bien l'expression en français, gouverner, c'est prévoir. Et donc, tout parti qui aspire à diriger prévoit. Nous avons pris nos dispositions, nous avons désigné notre duo, nous avons suivi les règles du code électoral, nous avons fait en sorte que nos candidats soient désignés, nous avons fait en sorte d'avoir le consensus autour de nos deux candidats, nous avons travaillé pour que nos deux candidats aient leur dossier administratif prêt, parce que ça demande une certaine célérité dans les actes, l'accomplissement des actes. Vous avez peut-être un peu plus de facilité que d'autres, puisque c'est vous qui avez le pouvoir, monsieur Kodjo. Oui, bien sûr, nous sommes au pouvoir, mais vous l'aurez très bien compris, hein, aujourd'hui, il n'y a plus de passe-droit. Tous les actes se demandent en ligne, hein, je peux en témoigner. Et dès que vous demandez les actes en ligne à temps et que vous avez fourni la documentation nécessaire, les services de l'État, e-service, d'ailleurs, c'est le moment de dire merci au président Patrice Talon qui a fait rentrer notre pays dans le e-mouvement, ce qui est formidable. Aujourd'hui, chacun peut avoir son acte en étant chez soi. Donc, nous avons fait toutes les formalités liées aux individus, aux deux candidats, et ensuite, nous avons fait également les formalités liées au parti. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une partie qui est réservée pour le candidat et il y a une partie qui est réservée pour les partis politiques. La désignation des parrains, et le nombre de parrains à conférer et dans quelles conditions parrainer. Nous avons pu travailler à cela de concert avec les autres partis de la mouvance. Et aujourd'hui, c'est une fierté de découvrir que nos deux candidats
ont eu leur dossier à jour, leurs dossiers ont été validés. C'est un sentiment de fierté. Et permettez-moi de ne pas bouder mon plaisir et de ne pas bouder ma fierté parce que c'est un travail rigoureux en amont. Il faut reconnaître que c'est un travail de prévention, c'est un travail qui dévance les choses et quand on l'a fait et qu'on a le résultat, permettez-moi de m'en réjouir. Donc, c'est pas une formalité aussi facile qu'on peut le penser ou l'estimer. Ah non, 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 ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Alors, si vous voulez, je rentre un peu dans le secret de notre maison. Nous avons une équipe qui est dédiée à ces choses-là. Et c'est en cela que je n'hésite pas à dire que nous avons l'ingénierie des préparations électorales au niveau du parti l'Union progressiste, le renouveau. Nous avons l'ingénierie. Ça existe chez nous. Nous savons quoi demander, nous savons quoi faire pour rester dans la cadence. Et c'est dû aux responsables de mon parti, en l'occurrence le président Joseph Fifame Djogbenou, qui a imprimé le rythme et qui fait en sorte que les choses se passent très bien. Vous savez que c'est un professeur d'université. Les professeurs d'université sont des méthodologues. Et donc, ça nous a permis d'avancer. Soit. Alors, combien de fiches de parrainage, si je peux poser la question, ont quitté l'UP Le Renouveau à la faveur de votre duo? Alors, comment vous avez fait le dispatching, puisque vous êtes en accord avec la FCBE qui est également oui, bien sûr. Duo. Alors, on a décidé de ne pas dire combien chacun a donné, mais tout le monde est informé de combien de parrainages le duo a eu et combien de parrainages ensemble nous avons donné également au duo de FCBE. Mais dire que le BR en a donné 2, l'UP en a donné 4, non, nous ne sommes plus dans ces calculs d'épicier. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble et nous avançons ensemble et nous gagnerons ensemble. D'accord, allez. La validation de votre duo, vous vous extasiez presque de cela. On peut vous comprendre, mais on peut dire que elle est quelque peu éclipsée par les péripéties du parti principal de l'opposition. Je veux parler du parti Les Démocrates. Pour l'opinion, Monsieur Kodjo, c'est peut-être le pouvoir talon qui a, par ses lois, cherché ou qui cherche quand même à écarter le parti Les Démocrates. Comment vous répondez à cette accusation pratiquement frontale? Alors, je voudrais dire, toute proportion gardée, que à l'Union progressiste Le Renouveau, nous ne nous réjouissons pas de la débâcle de nos amis les démocrates. Pas du tout. Ce n'est pas un sentiment de joie pour nous. Nous sommes même désolés de constater que nos frères et nos amis n'ont pas pu se sortir de cette ornière-là. Mais alors, vous avez sorti une expression un peu tendancieuse, que c'est la mouvance avec ses lois. Les lois du pays sont les lois de toute la nation. Ce ne sont pas les lois de la mouvance. Alors, j'ai souvent ce problème avec plein d'amis. Lorsque vous vous mettez à échanger, les gens estiment que c'est la loi d'un camp. Or, la règle qui a précédé au vote de la loi dit que lorsqu'il y a une majorité d'une seule personne, la loi vaut pour tout le monde. C'est sur cette base-là qu'on est. Mais pourquoi lorsque nous avons une majorité d'une seule personne, on pense d'office que c'est la loi de ceux-là? Ça devient la loi de tout le monde. C'est la loi de toute la nation. Et ce code électoral a été voté au moment où les démocrates étaient à l'Assemblée déjà. Et donc, les démocrates ont participé au débat et les démocrates ont participé au vote et c'est l'autre camp qui a fait gagner ce code. Oui. Et c'est devenu la loi de la nation entière. Oui. Et chacun avait le temps de se préparer pour ces élections-là. Je voudrais faire remarquer, Madame Toboula, simplement que, et je pense qu'il n'est pas juste de penser que les démocrates ont été évincés par une quelconque loi. Bien sûr que c'est pas l'opinion qui commence par pousser là, depuis cette affaire judiciaire, cette bataille judiciaire. Mais je pense qu'on devrait compter sur vous pour corriger cette opinion-là. Remarquez que pendant que les démocrates, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette loi, pendant que les démocrates ont 28 parrainages pour avoir leur candidat,
Plein d'autres partis n'ont aucun parrainage, tant de l'opposition que de la mouvance. FCBE n'avait aucun parrainage. Bon, ils ont quelques maires. Ils ont Quelques 6 maires. Oui. Bon, et NFN de mon ami Avoyon n'avait aucun parrainage. Les autres partis de l'opposition n'avaient aucun parrainage. Même les partis de la mouvance présidentielle, Moël Bénin, n'avaient aucun parrainage. C'est pour dire quoi, monsieur? C'est pour vous dire que c'est pas eux, les démocrates, qui peuvent crier à l'exclusion. Puisque eux, ils ont les 28 parrainages et ils étaient dans la course. Oui. Ceux qui étaient d'office hors de la course, c'est ceux qui n'avaient aucun parrainage et qui auraient pu crier à l'exclusion. Mais au vu de tout ce qu'ils avaient déjà dénoncé par rapport au code électoral et au regard aujourd'hui de leurs difficultés du fait d'un seul parrain qui leur fait défaut, à l'analyse de tous ces éléments, Monsieur Kodjo, est-ce qu'on va pas, on n'aura pas effectivement l'impression peut-être que la loi est quelque peu taillée sur mesure? On est quand même en politique. Je voudrais qu'on modèle un peu les propos parce que je suis juriste. Je suis juriste. Alors, lorsque la loi a été votée, lorsqu'elle a été promulguée, lorsqu'elle est devenue exécutoire, toute personne qui continue à récriminer contre cette loi est une personne médiocre qui ne veut pas avancer. Bon, c'est vous qui allez commencer à mesurer les propos. Non, je vous dis les choses pour que chacun puisse se repérer. On a fait un processus de vote d'une loi. Vous avez émis vos réserves, ce qui est normal. Mais après, la loi a été votée. La loi a été mise en conformité par la Cour constitutionnelle. Et la loi a été promulguée. Je suis juriste. Et il y a plein de juristes, il y a plein de collègues dans leur rang. Normalement, à partir du moment où la loi est devenue exécutoire, chacun s'efforce d'affiner ses âmes, chacun s'efforce de développer ses stratégies vis-à-vis de cette loi-là et pour avancer. J'ai dit tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Ceux qui aspirent à gouverner doivent avoir un minimum de stratégie et doivent avoir un minimum de pieds à l'avance. Parce que rester là, à pleurer comme des gamins qu'on a tapés et à pleurnicher sur la loi, pour moi, c'est désolant. Non, l'élément convoqué, Monsieur Kodjo, n'est pas systématiquement la loi. Ça doit être plus le facteur politique, la sphère politique dans laquelle nous sommes. Quand je dis tailler sur mesure, enfin, pour reprendre leurs propos, on sait que c'est strictement les 28 parrains demandés, effectivement, qu'ils ont. Et ils alertaient depuis, si un seul arrivait à faire défection, que le parti se retrouverait en difficulté. Madame Tobla, situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. N'est-ce pas légitime que de penser que, étant dans le domaine politique, l'adversaire cherchera à déstabiliser par tout moyen possible cette formation politique? C'est la question posée. Est-ce que vous vous entendez parler? Je vous pose la question. Eux, ils ont 28 parrains. Oui. Et ils se plaignent. Et ceux qui n'ont pas... Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. La question. Ils ont 28 parrains. Donc, ils ont l'autorisation de passer. Oui. Et où est-ce que vous mettez ceux qui n'avaient aucun parrain au vote de la loi? Ceux-là ne sont pas des béninois. En sommes-nous encore là? Je voudrais simplement qu'on essaye d'avancer un peu dans notre conceptualisation des choses. Nous avons opté pour la démocratie au Bénin. On est bien d'accord. La démocratie suppose un état de droit. Et dans un état de droit, nous avons ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ces choses-là, on est bien obligé de les rappeler à chaque fois pour que le débat puisse prendre l'allure normale. Donc, nous avons opté pour la séparation des pouvoirs. Nous avons d'un côté le pouvoir exécutif, nous avons d'un côté le pouvoir législatif, et nous avons d'un autre côté le pouvoir judiciaire. C'est connu. S'il vous plaît, attendez, laissez-moi finir. Et le pouvoir législatif a été confié à qui? À des hommes politiques. Nous avons confié notre pouvoir législatif à des politiciens. Parce que les députés, c'est des politiciens de haut niveau. Donc, nous avons décidé de confier la confection de nos lois à des politiciens. Et nous nous reprochons après que nos lois aient des élans politiques. Moi, je ne sais pas.
Comment on peut se fâcher après que nos lois aient des relents politiques alors que nous-mêmes avons confié la confection de nos lois aux hommes politiques? Après, faisons un débat et avançons. Mais on ne va pas passer la vie à pleurnicher, là. D'accord, mais d'où on voit une même mise peut-être ou une intention d'écarter justement cette formation politique, étant sur le chapitre politique. J'ai bien envie de vous dire que toute loi votée par les députés à l'Assemblée a une connotation politique. Donc, si l'Assemblée nationale est le haut lieu de la politique, quand vous y mettez les pieds, alors préparez-vous à faire de la politique et à la faire proprement. Donc, on ne reprochera pas à la loi d'avoir voulu et avoir des élans politiques ou pas. Maintenant, personne n'a été écarté. En tout cas, eux n'ont pas été écartés. Mais il y a d'autres partis politiques qui, au vote de cette loi-là, ont d'office été écartés. Mais cette loi, à qui l'on reproche tout ce qu'on veut, Madame Toboula, elle-même prévoit des mécanismes pour régler le problème. En tout cas, en ce qui concerne le parrainage, en tout cas, en ce qui concerne les 20% par circonscription électorale, doit-même prévoir le mécanisme qu'il faut pour pouvoir être à l'aise. Alors, à partir du moment où vous ne vous sentez pas à l'aise avec les 28 strictement que vous avez, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en tant que stratège politique? En tant que stratège politique, il fallait juste aller lire la loi et voir la méthode qu'on peut utiliser pour pouvoir régler son problème. Alors, la méthode qu'on peut utiliser, excusez-moi très bien, les démocrates avaient la possibilité de faire alliance avec des gens qui ont des parrains. Même si c'est pas des partis de la mouvance, il y a un parti de l'opposition qui a quelques parrains. Donc, si mes vis-à-vis ont de la stratégie, ont de la réflexion, ont de la prospection, ils auraient pu parer au plus pressé en allant voir l'autre partie de l'opposition qui a quelques parrains pour voir dans quelle mesure se mettre ensemble. Ce qui répond à l'esprit de la réforme du système partisan. La seule chose vraiment fondamentale dans la réforme du système partisan, c'est que nous mettions les forces ensemble. L'émiettement des forces, le fait de rester seul pour pouvoir avancer, n'augure de rien du tout. Vous avez vu, hier ou avant-hier, Moël Bénin a commencé à faire alliance. Moël Bénin est allé aux élections plusieurs fois, sans rien avoir. Mais Moël Bénin a compris qu'il faut aller aux alliances. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous prenons pas tôt et après, nous comportons en pyromane, nous disons que nous allons brûler le pays. Moi, je pense qu'il y a un problème de responsabilité et il faut que nous éduquions notre peuple à la responsabilité. Donc, ce qui se passe avec la formation politique, les démocrates, ils se retrouvent, on va dire, à la lisière. Je ne veux pas forcément utiliser de l'exclusion, en tout cas à la lisière de ne pas participer à cette élection présidentielle. Vous l'imputez beaucoup plus aux partis politiques qu'au test Curéli. Mais bien entendu. Et le problème d'ailleurs, c'est que les problèmes internes existent dans tous les partis politiques. Hein. J'ai pas pour mission de venir lui raconter les problèmes internes que nous avons. Tous les partis politiques ont leurs problèmes. Et une fois encore, nous ne nous réjouissons pas de la situation des démocrates. Pas du tout. Nous sommes simplement désolés qu'ils n'aient pas pu régler leurs problèmes internes. Ce qui est en train d'arriver aux partis politiques, les démocrates, c'est que les responsables ou tout le parti, ils n'ont pas su gérer leur clivage interne. Parce que tous les partis aussi ont leur clivage interne. Nous avons aussi nos confrontations internes. Ils auraient pu régler ça et préparer le terrain et faire en sorte de garantir la chose. Aujourd'hui, on montre du doigt l'honorable Sodjinou, ok. Mais après, l'histoire, c'est eux-mêmes qui nous la racontent. Qu'il y a eu 3 autres qui ont dit menacer de retirer leur parrainage si on avait fait un autre choix. Ça veut dire quoi? Que voilà un groupe au sein duquel la menace de retrait du parrainage n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est pour nous que ça apparaît comme un scandale. Mais en leur sein, ils savent très bien que c'est une pratique.
Peut-être, mais et c'est là où on vous dira que le parrainage finalement devient un élément de chantage. L'élément de chantage que le parrainage peut devenir est lié à la mauvaise organisation du groupe. Parce que, vous savez que ces derniers jours, les images nous ont rappelé que le candidat choisi lui-même sur le plateau de l'ORTB avait dit que le député a la faculté de choisir de ne pas parrainer. Oui. Et il y a un autre aussi du même parti qui a fait cet aveu-là. Donc, quand vous savez que le député a la faculté de ne pas parrainer, vous anticipez. Vous prenez vos dispositions. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas plus que ça. Mais quand vous avez manqué d'anticipation, quand vous avez manqué d'organisation et que cela vous retombe dessus, n'allez pas accuser la loi. Pas du tout. La loi n'a rien fait. N'allez pas accuser vos vis-à-vis de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que nous on a fait? Nous n'avons rien fait. Nous ne participons pas à leur débat à l'interne. Bien sûr. Mais voilà. Donc, on dit chez nous en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. D'accord. Mais si cette auto-exclusion, puisque c'est ce que vous semblez dire, du parti les démocrates pour participer à cette élection, se confirmait, cela veut dire que le duel se fera entre M. Rumpeh et M. Wadayi, chacun avec leur colistier. Alors, ce match, sans le principal parti de l'opposition, n'aura-t-il pas pour vous une victoire par forfait, M. Kodjo? Alors, par petite expérience, je suis pas très vieux, mais par toute petite expérience, je voudrais vous dire de faire attention à des élections, à toute élection. Aucune élection n'est jouée à l'avance. Faites très attention. Aucune élection n'est jouée à l'avance. Et je peux... Si on se référait peut-être au score de la FCBE lors des dernières élections, ne me dites pas que vous êtes inquiété. Je dis, à référence de ces dernières élections. Alors, je vais juste vous dire, Madame Toboula, vous voulez voter pour qui? Heureusement, le vote, il est secret, Monsieur Kodjo. À partir du moment où le vote est secret, aucun parti politique sérieux ne peut penser qu'il gagne d'avance. Jamais. Quand vous êtes sérieux, il faut continuer à mouiller le maillot. Il faut continuer à faire le travail de terrain en vue de votre victoire. Parce que, comme vous venez de le dire, le vote est secret. Il y a 50 millions de Béninois qui iront voter et qui savent pour qui ils vont voter dans leur cœur. Vous pensez que la configuration Wadayi et Rumpeh n'est jamais arrivée pour qu'on puisse aller prendre les statistiques d'élections précédentes et se baser là-dessus. Et faites attention, en termes d'élection, le terrain est toujours mouvant. Rumpeh, mais on a eu Talon, Rumpeh et Agossa en 2021, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien cela. Oui. On connaît le score de Rumpeh. Oui, mais on n'a pas... Djemba. Oui, mais je vais vous dire qu'on n'a jamais eu Wadayi Rumpeh. Bon, c'est une nouveauté. Et ça changera quelque chose, selon vous? Ah, je souhaite gagner. Je souhaite que mon camp gagne. Mais je ne peux pas à l'avance dire que oui, c'est gagner à l'avance. Jamais. Nous ne prenons pas ce risque-là. C'est peut-être le risque que d'autres prennent et ils se retrouvent après désabusés. Nous ne prenons pas ce risque. Nous, à la mouvance présidentielle et au parti Union Progressiste Le Renouveau, nous prenons tout adversaire au sérieux et nous faisons en sorte de faire la bataille à la loyale et de faire la bataille corps à corps au fait d'avoir une victoire éclatante. Maintenant, si cette victoire, vous qui êtes là en face, vous dites que c'est une victoire facile, c'est vous qui l'aurez dit. Mais aujourd'hui, écoutez, pendant que moi je parle, je suis de la circonscription, la 18e circonscription. Il y a la commune de Lokossa qui fait partie de la 18e circonscription. N'eût été votre invitation, mais je serais déjà à Lokossa parce que nous sommes en train de mettre en place la Ligue des enseignants de l'Union Progressiste Le Renouveau. C'est une grosse manifestation pour la commune de Lokossa. C'est vous dire que nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Nous continuons à travailler, nous continuons à racler le terrain pour que la victoire soit une victoire éclatante. D'accord, mais est-ce que le duel Wadayi-Rumpeh serait l'enjeu que voudraient peut-être les milliers d'électeurs qui sont convoqués aux urnes pour cette élection présidentielle, Monsieur Kodjo? Oui, c'est bien l'enjeu que veulent ces milliers d'électeurs. Mais bien sûr, simplement parce que, vous savez,
Quand les gens ont voté pour nous, quand les gens nous ont désignés dans une démocratie représentative, à nous de jouer notre rôle pour pouvoir être à tous les rendez-vous. Mais lorsque nous n'avons pas pu jouer notre rôle pour être à tous les rendez-vous, ne reprochons pas aux autres qui ont su jouer leur rôle pour être à tous les rendez-vous. C'est tout. Et donc, c'est le résultat de ce que les électeurs veulent. Wadaï Rumpe. Et les électeurs sortiront pour que cette élection soit une fête, soit une élection dans la joie, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays. Aucun problème. D'accord. Est-ce que cela ne représente pas aussi en quelque sorte une sorte de défi pour vous pour pouvoir légitimer ce scrutin, Monsieur Kodjo? Alors, vous sortez une expression à connotation juridique, la légitimité. Alors, nous allons la manipuler doucement. Vous, les hommes des médias, vous utilisez ce mot légitimité, légitimité, sans vraiment descendre dans le contexte. Il y a légitimité et légalité. Nous, en droit, nous faisons souvent le rapport entre légitimité et légalité. Et lorsque, en principe, la légalité existe, nous ne nous attachons plus à la légitimité. Parce que ce qui est légal est légitime. Systématiquement? Oui, parce que ce qui est légal, attendez, parce Je que vous écoute, Monsieur Kodjo. ce qui est légal a répondu aux règles d'organisation de la société. C'est pour ça que c'est légal. Et à partir du moment où ça a répondu aux règles d'organisation de la société, la légitimité n'est plus quelque chose à rechercher. Nous recherchons, nous, la légitimité souvent lorsque nous n'avons plus la légalité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va prendre le pouvoir en sortant de la légalité, on va rechercher maintenant s'il a une légitimité derrière. Mais lorsque quelqu'un gagne le pouvoir de façon légale, personne ne parle de légitimité. En revenant à notre cas, cette élection se déroulera dans les normes régies par la loi. Non, la légalité n'est pas remise en cause. À partir du moment où la légalité attire... Une certaine frange de l'opinion, une certaine frange des Béninois voudrait que la bataille ait lieu. Est-ce que vous... D'où la question de la légitimité de ce Les scrutin. Béninois ne seront jamais... Je n'ai pas dit tous les Béninois non plus. Une certaine opinion quand même. Mais il y aura toujours... Le principal parti de l'opposition, les démocrates, quels que soient les acteurs en jeu, il y aura toujours des gens qui ne seraient pas contents. C'est ça aussi la démocratie. Nous avons opté pour la démocratie. Et la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et ça, quand on le dit, les gens réchignent. Mais c'est la vérité. C'est la dictature de la majorité sur la minorité. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans la frange minoritaire, vous allez juste récriminer, mais les choses se passeront comme elles ont été prévues. Et vous serez bien obligé de les digérer. Sinon, après, ça va être un chaos. On ne s'occupe pas du ressentiment de chacun. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé d'un duel à Bodo-Rumpa que les choses vont se passer de cette façon, ou que lorsque les choses ne se passent pas de cette façon, vous allez dire que non, vous n'aurez qu'à vous taire à partir du moment où ceux qui y vont respectent les règles prévues, à partir du moment où ceux qui participent à cette élection respectent les règles prévues, il n'y a plus de débat autour d'une quelconque légitimité. Simplement parce que les expressions légitimité et légalité ont un contenu. Et il faut aussi qu'on apprenne à nos populations à avancer dans ces débats-là. Nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Une mère de famille ne donne pas toujours à son enfant du poisson et du serpent quand l'enfant le lui demande. Et pourtant, les enfants demandent des choses impossibles. Bon, c'est pas le registre. Donc, la seule chose que nous demandons aux Béninois, c'est de veiller à ce que les tests que nous nous sommes donnés soient respectés. Non, c'est bien d'être légaliste, Monsieur Kodjo. On ne peut pas vous le reprocher, d'autant plus que vous êtes juriste. Mais c'est ce qui restera au travers peut-être de la gorge de certains Béninois qui, de par cette situation, sont peut-être frustrés. Mais moi, je vais oser une autre question. Votre candidat, Monsieur Romuald Wadaï, un techno-politique brillant, mais quand même jeune
acteur politique de la politique politicienne, est-ce qu'il aura cette même impression du fait que sa victoire, si victoire il y a en 2026 évidemment, soit à l'issue d'une certaine controverse due à l'absence du principal parti de l'opposition qu'est les démocrates? Ça, vous le lui demanderez. Mais dans tous les cas, nous qui le soutenons, nous n'avons aucun souci là-dessus. Parce que nous savons, est-ce que vous savez que la démocratie n'est pas le meilleur système de gouvernance des peuples? C'est ce qu'on a choisi quand même. Mais la démocratie, c'est le système le moins mauvais. La vérité, la démocratie, c'est le système le moins mauvais. Parce que la démocratie a des revers. Et ce que vous êtes en train de décrire est l'un des revers de la démocratie. Quand vous faites élection, vous faites du clivage. Toujours. Toute élection divise. Toute élection divise. Je peux vous donner une confidence. Arrivé à un moment dans notre histoire, dans notre parti, l'Union progressiste, le Renouveau, nous avons choisi de ne pas faire d'élection en notre sein. Parce que nous savons que si nous faisons des élections en notre sein, nous allons aboutir à des clivages en notre sein. Et nous n'avons pas voulu et nous avons travaillé pour avoir un consensus. C'est vous dire que toute élection crée des clivages. Toute élection crée des mécontents. Il y a toujours un camp gagnant contre un camp perdant. Et la démocratie veut que tous les deux camps se remettent ensemble pour travailler après. Au constat, c'est que depuis, on va dire, depuis les élections de 2016, on vous dira que les élections qui ont suivi ont toujours été source de plus grandes tensions qu'on en a connues, Monsieur Kodjo. Je ne sais pas si vous avez fait un autre constat que cela. Non, j'ai fait un autre constat. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a eu quelques individus qui ont voulu faire. Alors, quand vous parlez de grandes tensions, peut-être que vous avez oublié les élections de 89, de 91. Non, alors, j'ai fait une référence. Ah, vous avez pris la référence 2016. La référence 2016. Voilà. Et donc, quand vous prenez la référence 2016, je ne vous le reproche pas, mais c'est une façon d'orienter le débat. Mais au Bénin, on a déjà connu ce qu'on appelle violence électorale. Et depuis 2016, ce qu'on a connu n'a rien à voir avec ce qu'on avait déjà connu dans ce pays. C'est vous dire que s'il y a quelques individus qui choisissent de s'écarter de la loi et de faire des échauffourées en période électorale, force doit rester à la loi. Et moi, je suis de ceux qui optent pour qu'on les brime, pour qu'on brime tout individu qui cherchera à faire du tapage parce qu'il n'est pas content pour une élection. Une élection ne met jamais tout le monde content. Jamais. À partir du moment où vous dites élection, c'est que vous créez un camp de vainqueurs et vous créez un camp de vaincus. La démocratie veut que les vaincus puissent prendre leur mal en patience, et c'est d'ailleurs ça la vertu de la démocratie, attendre le temps qu'il faut et prennent le dessus plus tard. Malheureusement, dans notre sociologie, on est des mauvais perdants. C'est mauvais d'être un mauvais perdant. C'est mauvais. Parce que être un mauvais perdant, c'est un, excusez-moi, être un mauvais perdant, c'est que on est comme un enfant gâté. C'est comme un enfant à qui vous refusez quelque chose et qui se met à piailler. Non, il faut pas être mauvais perdant. Parce que la vie est faite de réussite et d'échecs. Il arrive des moments où on échoue. Il arrive, mais le plus important, c'est de reculer et de tirer les leçons de son échec. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui c'est, que lui n'échoue jamais. Que ou bien il gagne, ou bien il tire des leçons. C'est très important ça. Parce que la vie ne se déroule pas comme un long fleuve tranquille. La vie, c'est des hauts et des bas. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre dans la tête des gens pour que les gens puissent avancer. Maintenant, quand on décide de mettre pied en politique, il faut s'armer. La politique n'est pas un jeu de gamins. La politique n'est pas un jeu de bisounours. Arrêtez. C'est un jeu de gens très futés. D'accord. Alors, c'est dans ce contexte où la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour les recours et la Sénat a publié la liste provisoire que
que les deux personnalités, l'ancien président de la République, aujourd'hui chef du Parti des démocrates, et le président de la République, se sont retrouvés. Qu'est-ce qui a été négocié selon vous? Alors, je voudrais juste vous rappeler que c'est le président Yahya Boni, le jeudi, qui a fait un communiqué qui s'est fendu en un communiqué pour dire qu'il allait rencontrer le président Talon. Oui. D'accord? La rencontre s'est achevée depuis jeudi 10h30. Vendredi. Depuis vendredi 10h30, nous attendons son communiqué. Parallélisme de forme. Nous ne lui avons pas demandé de nous passer un communiqué quand il y allait. Mais quand il a fini, quand il en est sorti, parallélisme de forme, qu'il nous donne encore un autre communiqué. Bon, il ne l'a pas fait. Ce qu'on a appris, c'est qu'il a rencontré les responsables de la formation politique. Ils ont discuté certainement de quoi, on ne le sait pas non plus. Mais vous et moi, nous n'allons pas supputer sur ce qu'ils ont dit. Non. Celui qui nous a dit qu'il allait, qu'il nous dise comment il est allé. Non, peut-être au vu de la situation. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse avoir? Quelle que soit la situation, vous savez ce qu'on dit chez nous? Que c'est celui qui a entendu le départ, qui entend le retour, oui ou non? Ça, c'est une sagesse populaire au Bénin, ça. Celui qui a entendu le départ, c'est lui qui entend le retour. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous avez averti que vous allez faire quelque chose, c'est à vous de rendre compte. Mais nous attendons ça depuis. Mais silence radio. Nous n'allons pas faire de la supputation. En tout cas, nous, au parti Union progressiste Le Renouveau, nous ne supputons pas. Nous analysons des faits. Et lorsque les faits vont se révéler à nous, nous allons les analyser. Et pensez-vous que cette formation politique a encore une chance pour participer à la présidentielle? Ah oui, pour moi, tout est possible. Ah oui, pour moi, tout est possible. Vous savez, je suis comme le président Talon. Le président Talon dit qu'il y a des solutions à tout. Effectivement, moi, je suis d'accord qu'il y a des solutions à tout. Tout est encore possible, tout est encore jouable si les acteurs que nous avons en face mettent ce qu'il faut, mettent le savoir-faire qu'il faut pour que plus de gens encore participent à l'élection. C'est encore possible. Alors, vous allez me dire, les lois. Oui, les lois existent, mais la CEDEAO qui a pris sa recommandation sur les élections et qui a dit que les lois électorales ne peuvent pas être changées à moins de 6 mois des élections. Mais dans ce même document, la CEDEAO dit à moins qu'il y ait consensus, unanimité autour d'une question par tous les acteurs. Donc, tous les acteurs en présence, de tous les noms que vous citez là, je n'entends que des noms de Béninois. Donc, nous sommes tous des frères. Donc, nous pouvons nous entendre. Les élections là, c'est pour nous, les Béninois. C'est pas pour nos chiens, c'est pour nous-mêmes. Donc, nous pouvons nous entendre et changer encore les règles du jeu si cela est possible. Chacun pourra y mettre du sien pour que ça change. Dans tous les cas, nous, on a toujours été en attente de cela, mais nous n'avons reçu en face que des contestations, que des cris et que des pleurs. Mais ça sera encore mettre un frein en plein processus si c'était que ce consensus était obtenu. Mais attendez, j'ai dit tout à l'heure, nous faisons l'élection pour nous-mêmes. Bien sûr. Alors nous-mêmes, si nous décidons d'arrêter, nous allons arrêter. Qu'est-ce que cela change? Nous-mêmes, nous allons décider d'arrêter et nous allons décider de ce qui va convenir pour nous. Et donc, ces choses-là, je pense que je voudrais demander à nos téléspectateurs de ne pas souvent mettre leurs organes dans ces questions de politique ou non. Il faut viser. Vous-même, vous avez dit que c'est un chantier. Il faut un domaine dans lequel ça s'emballe très vite. Oui, mais en même temps, on ne peut que mettre les organes. Mais en même temps, c'est des hommes qui sont en présence. Et les hommes sont capables du meilleur. Pourquoi pensons-nous toujours que les hommes ne soient capables que du pire? Non, les hommes sont capables du meilleur. Et donc, pour moi, rien n'est encore gâté pour l'un ou pour l'autre. Il suffit que chacun y mette du sien et cela est encore possible. Ça, c'est mon opinion. Bien évidemment. Allez, si peut-être contre toute attente, parce que là, ce dont nous parlons jusque-là, c'est la présidentielle et il reste encore les élections législatives et également communales.
il y a cet élément majeur, 20%. Si une formation politique y allait seule, vous avez pris les devants avec des accords. Aujourd'hui, si peut-être le Parti Les Démocrates décidait de signer des accords parlementaires, est-ce que l'Union progressiste, le renouveau est encore ouvert pour signer avec cette formation politique? J'ai dit bien si, parce qu'eux, ils sont catégoriques, ils n'y pensent pas encore. Mais si, Bon. au vu de cette situation. Tel que je connais mon parti politique, l'Union progressiste, le renouveau, et tel que je connais les responsables de mon parti, nous n'avons jamais été fermés à aucun dialogue. Parce que pour nous, nous sommes tous des Béninois. Et ce pays nous appartient à nous tous. Et nous sommes bien obligés de travailler ensemble. Moi, je ne sais pas, ceux qui font des clivages, ceux qui font des débats de régionalisme et tout, moi, c'est des choses qui nous détruisent pour rien. Mais nous, à l'Union progressiste, nous ne faisons pas ces débats-là. Vous savez, moi, par exemple, je suis de l'Okosa, mais j'ai une famille à Niki. J'ai ma deuxième famille s'appelle Kora. Ma deuxième famille s'appelle Pera. Ces choses-là, c'est des choses que nous avons comme richesse. Donc, nous ne nous fermons à rien. L'Union progressiste, le renouveau, est prêt à discuter avec tout le monde. Pourvu que les gens se mettent dans des conditions ou dans des costumes pour discuter. Mais quand les gens se ferment au dialogue, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas parler à quelqu'un qui refuse d'entendre. Oui, c'est vrai. Allez, ces accords que vous signez justement, on ne connaît jusque-là pas les contenus. Qu'est-ce que vous y mettez, Monsieur Kodjo? Mais le contenu se trouve dans le code électoral. Non, le code électoral dit accord de coalition et de gouvernance, etc. Mais voilà, c'est juste ça. C'est conformément au code électoral. Le code électoral nous dit, pour pouvoir passer le cap des élections, par exemple, les 20% par circonscription électorale, lorsque vous avez fait un accord de gouvernance avant les élections, on vous calcule ça autrement. Donc, nous faisons des accords pour pouvoir aller dans ce sens. Donc, vous l'avez rendu formalité pour juste éviter les 20%, c'est cela. Ce n'est juste qu'une formalité légale, évidemment, pour éviter les... Il n'y a pas de, on va dire, de réflexion autre que cela. J'ai dit tout à l'heure que la réforme du système partisan veut qu'on aille vers des grands groupes. Si, en signant des accords, finalement, nous nous retrouvons mutuellement des atomes crochus, nous allons peut-être fusionner ensemble et faire un grand regroupement. Donc, l'esprit, il faut comprendre toujours l'esprit des tests. Le test veut nous pousser à nous parler. Et donc, si un parti de l'opposition vient vers nous pour nous parler, nous sommes prêts à lui parler. Et si, chemin faisant, chacun retrouve des atomes crochus avec l'autre, nous allons fusionner et faire un grand groupe qui va dresser son hégémonie sur la classe politique. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà. Donc, c'est les objectifs qui sont visés et c'est pour ça que nous faisons des accords et c'est pour ça que nous sommes ouverts au dialogue avec tout le monde, sans exception. Et nous voulons que ce pays, parce que mon parti, l'Union progressiste, le renouveau, est un parti qui est profondément attaché à la paix. Vous vous rendez compte que dans les 546 arrondissements de notre pays, nous avons une sous-section Union progressiste le renouveau. Dans les 5300 et quelques villages et quartiers de ville du Bénin, nous avons une cellule Union progressiste le renouveau. Vous voulez que nous, là, nous travaillions à ce qu'il n'y ait pas la paix? Nous avons nos représentants partout. Donc, s'il y a un seul mouvement dans un village, nous, Union progressiste le renouveau, nous sommes touchés. Donc, nous travaillons pour que la paix et la concorde continuent de rester dans notre pays. Et c'est notre but. Allez, l'ancien président de la République a trouvé comme premier chantier pour votre candidat, s'il sait que c'est lui qui gagnait en 2026, justement, de travailler à cette paix à travers une certaine réconciliation, a-t-il dit. Si Ouadani est élu peut-être dans le contexte que nous avons rappelé depuis le début de cette émission, par où commencera-t-il selon vous? Vous voulez que j'attribue à mon candidat le chantier qui a été identifié par l'ancien président? Vous ne vous retrouvez même pas. C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans ce chantier-là? Puisqu'il parle de réconciliation. Oui. On réconcilie des gens qui ne se parlaient pas. Non?
Qui sont ceux qui ne se parlent pas au Bénin? Bon, ça, vous le prenez au premier degré. D'accord, prenons-le au second degré. Même, Réconciliation, c'est oui. des gens qui sont mécontents les uns des autres. Vous n'allez pas... Qui sont ceux qui sont mécontents les uns des autres au Donc, Bénin? vous ne connaissez même pas qu'il y a des mécontentements au sein de la grande famille politique au Bénin. C'est cela, Monsieur Kodjo. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'y aller doucement. Est-ce que vous savez que tous les acteurs politiques là sont capables de se voir ce soir ensemble? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Mais il s'agit de quoi? On a la chance au Bénin. Nous avons une grande chance au Bénin. Monsieur Éric Rondeté peut déjeuner ce soir chez Monsieur Abdoulaye Biotchane. Monsieur, je ne sais pas. On ne parle pas d'inimitié non plus, Monsieur Kodjo. C'est pas de l'inimitié dont on parle. Mais alors pourquoi vous parlez de réconciliation? Puisque les gens dont vous parlez sont en train de jouer, sont en train de remplir un rôle politique. Donc, vous voulez la réconciliation dont parle le président Soglo, c'est quoi? Nous allons nous réconcilier tous et devenir un seul parti au Bénin? Sinon, les individus n'ont aucun souci au Bénin. Aucun souci. Moi, je croise les gens des démocrates dans les couloirs de mon ministère tous les jours. Vous devez être le seul à penser comme ça, mais non, Monsieur Kodjo. En fait, peut-être qu'ils vous font croire d'autres choses. Mais moi, je vous dis que je vois des gens des démocrates dans les couloirs de mon ministère tous les jours. Je les vois rire et manger avec nous tous les jours. Mais après, sur le champ politique, nous avons des idéologies différentes. La réconciliation va consister en quoi? Votre candidat hérite autant des actifs que des passifs. Et les passifs, beaucoup vous citeront des cas qui ont fâché beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des situations confuses. Pardon, citez-moi deux cas. La réconciliation peut être dans ce champ-là. En 10 ans, il y a eu des gens qui se sont retrouvés en prison pour citer ces cas-là ou à l'extérieur. Puisque quand on retrouve l'ancien président de la République, M. Soglo, emboucher cette trompette, on sait concrètement où il va. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes le seul à ne pas voir l'élément qu'il met au devant. L'élément que vous voyez là, vous me sortez des gens qui sont mécontents. Les gens qui sont mécontents, citez-moi juste un couple qui ne se dispute jamais. Citez-moi juste une communauté ou une famille où les gens ne se sont jamais bagarrés. Ça existe lorsque les hommes sont ensemble. Mais en même temps, vous dites les gens qui sont à l'extérieur, vous avez jamais vu l'État béninois poursuivre les gens, lancer une fatwa contre des Béninois qui sont à l'extérieur? Alors, quand vous prenez 100 personnes qui sont à l'extérieur, je vous parle de statistiques réelles, quand vous prenez 100, il y a 98 qui sont à l'extérieur d'eux-mêmes. On ne parle pas de ces cas-là, vous le savez, M. Kodjo. Ah, on ne parle pas de ces cas-là? On ne parle pas de ces cas. Mais alors, de quel cas parlons-nous finalement? Lorsque, par exemple, j'aimerais à partir avec vous, et au lieu de venir pour que nous en discutions, je prends le large, vous venez me parler après de réconciliation. Pourquoi? Si le problème pour lequel vous avez pris le large, nous ne l'avons pas réglé, dans quelles conditions ferons-nous alors la réconciliation? Et si vous ne savez pas, mais nous voyageons, nous allons tous en France, en Europe, nous les croisons, ceux qui disent qu'ils sont en exil, nous les voyons, nous bavardons avec eux, mais personne ne les a jamais dit. Mais demandez-leur pourquoi ils sont là-bas. Pour la plupart, c'est des gens qui ne veulent pas répondre de leurs actes, c'est tout. Et ceux qui sont en prison? Mais ceux qui sont en prison, c'est des gens qui répondent de leurs actes. Nous sommes dans un contexte où nous devons nous éduquer. Répondre de ces actes, c'est une très bonne chose. Permettez-moi, Madame Tobola, de vous confier que moi-même qui vous parle, j'ai été interpellé par la police et j'ai comparu devant le procureur spécial parce que je devais répondre de certains propos que j'ai tenus. Alors, nous sommes dans un pays aujourd'hui où chacun est libre de dire ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il va falloir y répondre et que chacun aille répondre. Et quand vous refusez de répondre, ou bien quand on vous demande de répondre et que c'est un forfait que vous avez commis, il faut que vous appliquez la rigueur de la loi. Ça, c'est sans état d'âme. Hein. Et ça, je ne vous parle pas de Wadaï. Si par accident, c'est moi qui revenais au pouvoir, je respecterai cette règle-là. Il faut qu'on se mette au pas. Et j'étais dans la presse à une époque où j'ai vu des gens ici, qui sont encore vivants.
Peut-être que le directeur de cette chaîne va s'en rappeler. J'ai vu des gens ici qui ont fait des titres et le lendemain on fait le contraire de ces titres-là parce que ils ont titré et ils ont créé des problèmes dans des familles. Ils ont détruit des familles. Vous voulez qu'on continue avec ça? Mais moi, je suis choqué. Lorsque les gens se permettent de raconter ce qu'ils veulent, et après on leur dit de venir répondre, et ils crient à l'acharnement. N'allez-vous pas un peu trop vite en besoin, monsieur Kodjo? Parce que votre candidat même lui a dit, il veut bien être le candidat de tous les Béninois. Il est. Il est le candidat de la mouvance aujourd'hui. Oui, bien il sûr. participe à une compétition. Oui. Si c'est qu'il est élu, c'est qu'il sera le président de tous les Béninois. Oui, ça, bien c'est sûr. une certitude. Mais aujourd'hui, il dit qu'il est le candidat de tous les Béninois. Bien sûr. Alors, en le disant, et que les Béninois lui accordaient leur confiance, étant venu dans un domaine où il veut faire sa première expérience en tant que président de la République, s'il choisissait de faire de la réconciliation, ce serait effectivement son premier chantier. Oui, mais votre C'est pour ça que je vous demande, si vous n'allez pas un peu trop vite en besoin. Votre réconciliation est sans objet. Votre réconciliation est sans objet. On va vous le rappeler également. Oui, bien sûr, je vais vous dire simplement parce que peut-être que nous avons un problème de terminologie. La réconciliation dont vous rêvez est sans objet. Donc, il n'y aura pas réconciliation. Il y aura peut-être... C'est le président qui lui a donné ce chantier. Non, vous le rappeler. Attendez. Oui. Il y aura peut-être une envie de ramollir les règles. Il y aura peut-être une envie de mettre de l'eau dans le vin. Il y aura peut-être une envie de gracier, puisque le président de la République en a le pouvoir. Il aura peut-être une envie de gracier. Il aura peut-être une envie de suspendre l'exécution des peines. Ce n'est pas de la réconciliation. La réconciliation, c'est que nous avons en face deux partis, deux adversaires qui ne se parlent pas et on vient les mettre ensemble pour qu'ils se parlent. La configuration au Bénin n'est jamais cela. Et ça, il faut que les médias travaillent à cela parce que cette configuration existe dans d'autres États. Cette configuration existe dans d'autres pays. Mais au Bénin, nous n'avons pas cette configuration-là. Nous avons la chance. Au Bénin, lorsque nous avons fini de faire les luttes politiques, nous avons la chance de nous retrouver toujours et de parler ensemble. La preuve, vous avez dit que le président Yahi et le président Talon se sont rencontrés vendredi. Alors que vous sembliez déjà trouver une tension et tout. Et le président Talon nous a déjà dit que lui et le président Yahi se parlent souvent. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, lorsque nous arrivons en politique, nous avons des idées à défendre. Et dans la confrontation des idées, il y a des erreurs, il y a des non-compréhensions. Mais cela ne suppose pas qu'il faille dire que, mais on va réconcilier, je ne sais pas qui, on va réconcilier qui et qui. Non. Maintenant, ceux qui sont en prison, ceux qui ont fui, qui ne veulent pas répondre de leurs actes et qui sont à l'extérieur du pays, le nouveau président peut choisir une autre façon de régler la situation. Qu'à cela ne tienne, ce sera son choix et il en aura l'autonomie. Mais qu'on ne me parle pas de réconciliation. Nous n'avons pas besoin de réconciliation au Bénin. Il y a des pays où ils ont besoin de réconciliation. Donc quand vous sortez cette expression chez nous, les gens de ces pays-là pensent que c'est leur situation que nous vivons. On ne vit pas cette situation. Au Bénin, un démocrate peut se balader dans tous les quartiers. Mais dans les pays où on parle de réconciliation, il y a des zones interdites pour vous. Il y a des zones où vous ne pouvez pas mettre les pieds. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un au Bénin est empêché d'aller quelque part? Donc, ne nous sortez pas l'expression réconciliation. Maintenant, le nouveau président peut choisir un autre mode de gouvernance. Vous savez, chez nous, en droit, on parle de mode alternatif d'exécution des peines. C'est-à-dire que au lieu de mettre la personne en prison, on peut dire à la personne d'aller faire des travaux d'intérêt général. On peut dire à la personne, voilà. Donc, le nouveau président peut chercher des modes alternatifs de règlement de telle ou telle situation. Donc, ce n'est pas ça la réconciliation. C'est ce mot, franchement, je ne l'accepte pas. Bien, allez, nous allons continuer peut-être avec ce que fait l'Union progressiste, le renouveau maintenant pour les autres élections à venir, puisque la Sénat a ouvert je vais dire l'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections des conseils communaux. Mais bien avant, Monsieur Kodjo, dites-nous, alors, pourquoi la mouvance peut-être,
malgré toutes ces accusations, toutes ces accusations dans l'opinion de clarté, voilà, le parti Les Démocrates, pourquoi la mouvance mérite-t-elle peut-être la confiance des Béninois pour les scrutins à venir? Parce que la mouvance a travaillé d'arrache-pied pour donner un nouvel élan à ce pays. Pour donner un nouvel élan à ce pays. Alors, vous, peut-être que de votre position, vous n'avez aucune idée des pesanteurs que l'on rencontre au Bénin et dans le système du Bénin. Et avant de venir sur votre plateau, j'ai croisé un ami, un aîné, qui est directeur général d'une agence, qui m'a dit qu'il ne savait pas que c'était aussi compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? La tâche qu'on lui a confiée. Qu'avant de prendre, il ne savait pas que c'était aussi compliqué. Et je peux vous garantir que ce qui est compliqué au Bénin, c'est pas les tests. Ce qui est compliqué au Bénin, c'est de réussir à mettre le Béninois au travail. Mais nous sommes ontologiquement paresseux. Évidemment, les hommes politiques nous ont habitués à la paresse. Lorsqu'on a fait microcrédit de 30 000 et les gens n'ont pas remboursé, on ne les a pas inquiétés. Lorsqu'on a fait FNPEJ, on a donné 2 millions, 3 millions aux jeunes pour aller installer des activités. Ils n'ont pas remboursé, on ne les a pas inquiétés. Nous avons pris des habitudes. C'est compliqué de mettre le Béninois au travail. Mais le président Patrice Talon, avec la mouvance qu'il a suivie, est en train de mettre ce pays au travail à petits coups. Tous les chantiers ne sont pas encore couverts. Tous les domaines ne sont pas encore couverts. Évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour. Mais les domaines qui ont été identifiés, ce sont des domaines dans lesquels nous avons fait des bons qualitatifs. Excusez-moi, Madame Togola. Je vais dire un truc que tous mes collègues m'en excusent. Vous savez, je travaille dans un ministère où nous avons déménagé à la cité ministérielle. Mais la cité ministérielle, c'est normalement un rêve. C'est la beauté, c'est la joie. Mais mes collègues, et peut-être moi-même, nous récriminons contre. Déjà? C'est vous dire. Ça fait à peine une semaine que vous avez intégré les nouveaux locaux. Hein. Simplement parce que, à ce niveau, on nous demande de nous élever un peu. On nous demande de laisser nos torpeurs, de nous avancer. On nous demande de ne pas avoir des imprimantes en désordre. On nous demande de maintenir les lieux propres. On nous demande de ne pas coller des choses en désordre. On nous demande de ne pas manger dans les bureaux. Mais quand vous dites ces choses-là au Béninois, le Béninois est là, il récrimine et tout, alors que c'est une très bonne chose. C'est pour nous aider à nous élever. C'est vous dire que ne serait-ce que pour ce travail que nous faisons, les Béninois ont raison de nous faire confiance. Ils nous ont déjà fait confiance. C'est parce qu'ils nous ont fait confiance que nous sommes partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous voulons leur demander de continuer à nous faire confiance. Parce que le travail qui a été entamé sera poursuivi. Et bientôt, chacun de nous, vous et moi, nous serons fiers. Il y a le domaine, le chantier de la presse, le chantier des médias. C'est en cours. Tous les domaines n'ont pas encore été couverts, je reconnais. Mais si vous nous permettez de maintenir ce système pendant les 10, les 20, les 50 prochaines années, ben chaque Béninois va vivre la prospérité dans sa chair et dans sa famille. Peut-être que certains vous diront qu'ils ont fait confiance en 10 ans, selon leur angle de vue, évidemment. Mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. C'est possible. Peut-être qu'ils vous diront ça selon leur angle de vue. Oui, c'est possible. Pas seulement selon l'angle de vue, mais ça peut être vrai sur chaque individu. Puisque ce qu'on a fait aujourd'hui n'impacte pas tout le monde de la même façon. Ce qu'on a fait aujourd'hui, la route qu'on a ouverte entre moi, mon domicile et mon travail, je peux vous confier que moi j'habite au fin fond de Ouedo dans un village, mais tous les matins je roule sur le goudron jusque dans mon bureau. De ma maison jusqu'au bureau, je ne roule que sur du goudron. Résultat des courses, je n'ai plus de problème de suspension avec ma voiture.
Je consomme moins de carburant. Ça, moi, je l'ai vécu. Mais je ne peux pas dire pareil pour tous les Béninois. Donc, celui qui pense que les fruits n'ont pas encore tenu la promesse des fleurs, nous allons lui dire simplement d'avoir un peu de patience. 10 autres années. De nous renouveler sa confiance. Et je suis sûr qu'au bout des 10 prochaines années, il ne le dira plus. Bien, allez. Le progressiste, le renouveau, s'apprête certainement à aller déposer son dossier pour ce qui est des élections communales à venir, puisque l'enregistrement des déclarations de candidature a démarré. Quelle est la politique interne pour ces élections? La politique interne, c'est la candidature à la candidature. C'est ça que nous faisons. C'est-à-dire que vous déposez votre dossier pour la candidature. Mais c'est le parti politique qui, selon son programme et son programme de gouvernance et les accords qui ont été signés, qui identifie la personne à même de mener à bout cette politique-là. Et donc, chacun de nous dépose son dossier et il y a les instances du parti qui choisissent et qui arbitrent. Moi-même, j'ai déjà mis mon dossier dans le lot. Je ne suis pas sûr d'être désigné ou pas. J'ai des amis qui me disent « Ah, toi, tu seras candidat et tout. » Je dis « Non, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche chez nous. » Chez nous, on demande à tous ceux qui ont le profil de donner leur dossier et le parti, selon l'objectif qu'il veut atteindre, identifie qui sera positionné à tel ou tel autre endroit. Voilà comment ça fonctionne chez nous. C'est la démocratie interne que nous avons et que nous avons initiée et qui a marché et qui nous a donné 53 députés à l'Assemblée nationale et qui certainement nous donnera 100 députés à la prochaine législature. On a eu dire que ce serait peut-être, je dis oui dire, que ce serait peut-être les mêmes noms qui ont été positionnés pour les dernières élections qui seront également remis. Quand dit l'Union progressiste, le renouveau? Oui, moi je ne parle pas sur les on-dit, mais ce que je sais... Ça, vous répondez au on-dit. Non, je ne réponds... du parti politique. Oui, donc, mais ce que je sais, oui. Notre démarche, notre méthode consiste à mettre tout sur la table, à dire quel objectif nous voulons atteindre pour la prochaine législature, quel objectif nous voulons atteindre dans les communes que nous allons gérer, qui peut le faire, est-ce que c'est un profil de juriste, est-ce que c'est un profil de gestionnaire, est-ce que c'est un profil de mathématicien? Nous déterminons cela et les instances qui doivent s'en occuper vont faire les choix. Maintenant, dire mathématiquement que les mêmes qui ont été pris la dernière fois seront repris, ça me paraît un peu utopique. Parce que les réalités de 2023 ne sont pas les réalités de 2025. D'accord. Et il y a des gens, parmi ceux qui ont été choisis la dernière fois, qui ne souhaitent même pas être choisis eux-mêmes. Ah bon? Oui, il y en a. Il y en existe? Oui, parce que... Ils ne voudraient pas remplir? Oui, des gens ont d'autres projets. Ah d'accord. Mais vous pensez qu'il n'y a que ça à faire dans la vie? Les gens ont d'autres choses à faire. D'accord. Oui, parce que les gens, on nous a habitués dans ce pays à penser que la politique, c'était une carrière. Non, les gens ont d'autres choses à faire valoir. Et ils ne souhaitent plus, par exemple, ils se sont fait valoir dans d'autres et d'autres domaines. Voilà. Et qu'en est-il des législatives? Là aussi, on a eu dire que c'est le chef de la majorité lui-même qui voudrait, oui dire toujours, constituer les listes. Qu'en est-il? Je vous ai dit tout à l'heure notre démarche méthodologique. Oui, notre démarche à l'interne du parti. Oui, nous définissons la ligne. Oui. Et après... Vous avez un leader charismatique également. Oui, de toute façon, si vous parlez du président Patrice Talon, mais c'est avec un honneur que nous l'acceptons dans nos débats, pour qu'il puisse nous éclairer de son point de vue, du point de vue du gouvernement, du point de vue du chef de gouvernement. Il a des choses, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on l'exclue des débats? Je vous pose la question pour savoir ce qu'il y en est, monsieur. Oui, mais attends, il participe à nos débats. Et je vous confie que c'est un honneur pour nous qu'il vienne participer à nos débats. Ce n'est pas un problème. D'accord. Oui, donc, parce qu'il a une vue d'ensemble que nous, forcément, nous n'avons pas. Donc, il peut nous guider. Ça pourrait être donc lui qui va constituer les listes, surtout pour les législatives. Oui, mais il pourra pas constituer toutes les listes non plus. En tout cas, il va mettre peut-être les têtes clés, si c'est qu'il a une... C'est possible, mais il participera. Et s'il participe, c'est une chance pour nous. D'accord. Et nous l'assumons complètement. Nous n'avons pas honte
qu'ils viennent participer. Mais qui est-ce qui ne veut pas accepter d'avoir quelqu'un avec qui parler? Permettez-moi de dire l'expression en fond, même en bas d'orateur. Alors, il faut bien trouver quelqu'un avec qui parler d'orateur. Donc, qui ne veut pas de d'orateur dans la vie? Nous tous, nous en voulons. Et donc, si nous avons la chance d'avoir d'ailleurs un d'orateur de la trempe du président Patrice Talon, c'est avec honneur et avec beaucoup de joie que nous allons l'accueillir. Et ce faisant, pensez-vous que le parti a les coups des franches pour décider? Mais complètement. Mais qu'est-ce que vous appelez un parti? Vous pensez qu'un parti évolue et de façon étanche, a des couloirs étanches? Vous pensez qu'un parti a des couloirs étanches? Parti, est-ce que vous savez que nous pouvons faire nos choix en fonction des choix des démocrates? C'est possible. Mais bien sûr, ça veut dire quoi? Qu'un parti tient compte de tout pour pouvoir avancer. Alors, le président Talon n'a pas besoin d'être à la place du professeur Diogbenou avant de nous aider à confectionner nos listes, puisqu'il reconnaît que nous sommes la majorité qui a soutenu ces actions pendant les 10 prochaines années. Le pouvoir que vous semblez vouloir lui donner donne raison à ceux-là qui estiment que malgré la réforme du système partisan, eh bien, les partis ne sont pas gouvernés, ils sont simplement administrés. Il y a toujours un big boss au-dessus de tout. Oui, c'est une façon, c'est une vue qu'on aura du mal à effacer de sitôt. Pourquoi? Parce que c'est le président Patrice Talon qui a l'origine de la réforme. S'il s'en va, c'est que vous êtes éteint. En réalité, étant à l'origine de la réforme, il faut bien qu'il continue à guider. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle avec le président Yahi aussi, de temps en temps. Ce sont ces éléments-là. Vous voyez le pays ou l'État comme des zones de cloisonnement étanches où il y a des choses qui sont fermées à certains. C'est pas vrai. En réalité, il est le seul à comprendre, en fait, le fonctionnement de la réforme. C'est ce que nous sommes censés comprendre. Non, pas du tout. Je vais être sûr. Pas du tout. Mais c'est lui l'initiateur. C'est lui qui a mis sa volonté. Et il a été accompagné par les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté les lois pour. Et qui ont compris aussi pour pouvoir voter les lois pour. Voilà. Mais dans toute chose, il faut toujours que quelqu'un prenne l'initiative. Mais pourquoi vous voulez que moi, je rougisse de ce que le président Patrice Talon a pris des initiatives que je suis? Alors, ben, arrêtez ça. Moi, je suis fier. Le président Patrice Talon n'a qu'à me diriger. Il n'a qu'à venir me gouverner. Et j'en serai heureux. Un homme de cette trempe-là, un homme qui réfléchit autant, un homme aussi efficace, un homme aussi travailleur, un homme qui nous a prouvé qu'il était capable de faire des choses. S'il vous plaît, Madame Toboula, moi, je veux que le président Patrice Talon vienne diriger mon parti. Voilà. Votre loyauté, c'est pas ici que vous allez l'affirmer non plus, hein, Monsieur Kodjo. D'accord. Ah oui, je l'affirme aussi. Je suis très loyal au président Patrice Talon. Bien. Allez, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de les échanges. Monsieur Kodjo, un mot pour finir. Je voudrais remercier ETélé de nous avoir donné l'occasion de donner quelques explications parce que si dans l'opinion, on tend à faire croire que on est en train de faire des manœuvres pour exclure les démocrates, je voudrais que chacun de nous retienne que les démocrates sont les seuls responsables de ce qui leur arrive. Parce que j'ai dit tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Lorsque l'on rentre dans la bataille politique, il faut prendre toutes les dispositions et avancer. C'est eux-mêmes qui ont leurs problèmes internes et c'est leurs propres problèmes internes qui leur causent des problèmes. Nous avons joué notre partie. Nous avons fait ce que nous avions à faire et nous souhaitons que ces élections se déroulent dans la paix et dans la joie pour le bonheur de tous les Béninois. Merci beaucoup, docteur Richard Jacques Kodjo. Vous êtes membre du bureau politique Union Progressiste Le Renouveau. Avec vous, nous avons fait le tour de l'actualité. Nous sommes revenus sur la publication de la liste provisoire des duos candidats à l'élection présidentielle. Votre duo est venu en tête et vous avez exprimé que cela est la matérialisation même de la préparation d'une élection présidentielle. Vous vous y êtes pris très tôt. C'est pour cela donc que votre duo a passé le filtre. Et vous voudrez bien que votre récépissé définitif, vous puissiez l'avoir pour que peut-être les bonnes choses puissent démarrer. Revenant à la situation chez vos adversaires politiques,
Tout cela n'est dû à leur prof chef. Vous avez convoqué le leadership à la tête de cette formation politique et voudrais bien que les citoyens qui vous suivent ce matin comprennent que ce n'est pas une démarche pour éliminer un adversaire, que les tests sont les mêmes pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre pédagogie ce matin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. L'entretien est disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Vous pouvez également le suivre en nouvelle diffusion ce lundi à partir de 21h30. ETélé avec vous, pour vous. Merci beaucoup.